Bonjour, chers étudiants du semestre 1 d'économie et gestion. Je suis professeur Moussi Abdelrahman, je suis professeur de mathématiques et statistiques. Je vais vous présenter cette vidéo explicative du deuxième chapitre du module d'analyse mathématique. Dans ce deuxième chapitre, nous allons voir les fonctions de deux variables. Je commence par définir ce que c'est qu'une fonction de deux variables. Donc une fonction numérique f de deux variables réelles, x et y, est une relation qui, à chaque valeur du couple x, y, associe au plus une valeur f que je note f de x, y. On note donc f allant d'un domaine D de R2, ça c'est l'ensemble de départ, et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble R. Mes variables sont x, y, c'est le couple x, y, et la valeur de la fonction f, on note f de x, y. Exemple de ces fonctions, donc la surface d'un rectangle S est une fonction de longueur L et de largeur petit l. Pourquoi? Parce que une surface, on l'écrit sous cette forme L fois L. Et donc je note S de L et de petit l, c'est le produit de ces deux valeurs. En économie, vous avez d'autres exemples de fonctions de deux variables. Par exemple, la fonction de production. Cette fonction, bien sûr, vous allez voir que c'est une fonction que je peux écrire en fonction de deux choses, K et W, avec K c'est le capital et W c'est le travail. Un autre exemple, c'est les fonctions d'utilité, que vous allez voir notamment en microéconomie. C'est une fonction qui s'écrit sous cette forme avec x et y sont deux biens donnés. Donc la première chose à savoir quand on définit une fonction de deux variables, c'est ce qu'on appelle le domaine de définition. Soit une fonction f de deux variables, une fonction réelle, le domaine de définition de f est l'ensemble noté D de f qui s'écrit comme étant le couple x, y, d'accord, le couple x, y, qui appartient au domaine D de R2 tel que f de x, y existe. Exemple, si je prends une fonction f de x, y égale à x plus y sur x moins y. Ici, j'ai un problème de définition dans la partie x moins y. Donc, je dois avoir x moins y qui est différent de 0. Si j'écris x moins y différent de 0, ça veut dire que donc, x moins y différent de 0, c'est la même chose que y différent de x. D'accord? Et du coup, le domaine de définition de cette fonction sera R2 tout entier en soustrayant ou en excluant la droite delta d'équation x
égale à y. Un autre exemple, c'est la fonction g de xy qui s'écrit sous la forme la racine de 1 moins x carré moins y carré. Donc ici, le problème que nous avons pour la définition de cette fonction, c'est au niveau de la partie qui est à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire 1 moins x carré moins y carré. Cette partie, elle doit être supérieure à 0, supérieure ou égale à 0. Si j'écris, j'écris 1 moins x au carré moins y carré supérieur à 0, ça, c'est équivalent avec le fait que 1 soit supérieur à x carré plus y carré. Donc c'est ce qu'on a ici. Et ça, c'est un disque unité. Je vous rappelle que x moins x0 carré plus y moins y0 carré, c'est l'équation d'un cercle de rayon R et de centre x0, y0, x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré et rayon C1. D'accord? Je reviens et je vous donne un autre exemple. Si j'ai la fonction suivante, f de xy égale à log népérien de x plus y moins 3, si on cherche le domaine de définition de cette fonction, je peux écrire domaine de définition de f, c'est égal au couple x, y, d'accord, tel que, donc ici le problème que j'ai, c'est que ce qui est à l'intérieur du log doit être strictement supérieur à 0. Donc je dois avoir x plus y moins 3 supérieur à 0. Et ça, c'est équivalent à dire que le domaine de définition de f, c'est les couples x, y tels que y soit supérieur strictement à 3 moins x. Donc je peux également représenter ce domaine de définition, je peux le représenter dans un repère, cartésien représentant les x ici et les y ici. Donc je vais tracer ma droite y égale à 3 moins x d'abord. Je vais donner à x la valeur 0, y sera égal à 3. La même chose ici, si y égale à 0, x sera égal à 3. Je trace ma droite d'équation y égale à 3 moins x.
Et je suis en train de dire que pour le domaine de définition, y est supérieur à x moins 3, c'est-à-dire c'est le demi-plan supérieur ouvert, délimité par cette droite, c'est-à-dire je suis en train de dire que le domaine de définition est celui-là. D'accord? Je viens à un autre exemple. Je prends f de x, y égale à log népérien de x fois logarithme népérien de y. Ici, pour que notre fonction soit définie, donc c'est le couple x, y, tel que, donc pour cette fonction, il faut que j'ai ce qui est à l'intérieur du log doit être strictement positif, c'est-à-dire x positif et y doit être positif. Si je veux représenter graphiquement ce domaine de définition, eh bien, toujours dans un repère cartésien qui représente les x en abscisse, les y en ordonnée. Donc j'ai le quart de plan qui est là. Donc quand je suis dans ce quart de plan, j'ai x qui est positif et y qui est positif. Donc le domaine de définition, c'est le quart de plan suivant. Donc, toute cette partie-là. Parce que si je suis ici, dans cette partie, j'ai x qui est positif et y négatif. Si je suis là, j'ai x qui est positif, qui est négatif et y qui est négatif. Ici, j'ai x qui est négatif et y qui est positif. Du coup, le domaine de définition, ce sera le quart de plan, donc le premier quart de plan qui est là. D'accord? On passe maintenant à quelques exemples de fonctions usuelles de deux variables. La première, c'est le premier type, c'est les fonctions linéaires ou affines qui s'écrivent sous la forme f de xy égale à ax plus by plus c, avec les coefficients a, b et c sont des réels. Et pour ce type de fonction, le domaine de définition, c'est R2 tout entier. Les fonctions quadratiques qui s'écrivent sous la forme ax carré plus bxy plus cy carré plus dx plus ey plus f0. Donc tous les coefficients appartiennent à R et le domaine de définition, c'est R2. La fonction que vous allez sûrement rencontrer en économie, en microéconomie notamment, c'est la fonction de production de Cobb-Douglas qui s'écrit sous la forme f de xy égale à x à la puissance a fois y à la puissance b, avec les coefficients a et b sont des réels positifs non nuls. Donc, des réels positifs non nuls. On passe maintenant à la notion de dérivée partielle première ou dérivée partielle du premier ordre. On considère une fonction f de deux variables allant d'un domaine D de R2 dans R. Donc cette fonction admet une dérivée partielle par rapport à x si la fonction d'une seule variable qu'on note C et qui va de x et qui a comme valeur f de xy est dérivable. D'accord? Bien évidemment,
on va définir de la même manière la dérivée partielle par rapport à y. Donc, et on va dire que la dérivée partielle par rapport à y existe si la fonction d'une seule variable suivante, donc qui prend comme valeur de départ y et lui associe la fonction f de x, y. Et dans ce cas, y est une variable, est notre variable, et x sera considéré comme constante ou comme paramètre. D'accord? Paramètre ou constante. D'accord? Comment on note ces dérivées partielles? Donc, la dérivée partielle de f par rapport à x, on la note f' et on met un petit x ici, de x, y, c'est la dérivée partielle de f, qu'on note comme ça, la dérivée partielle de f par rapport à x, et bien sûr qui prend comme variable le couple x, y. Bien sûr, pour la dérivée partielle par rapport à y, sa notation, vous l'avez en bas. Prenons l'exemple suivant. f de x, y égale à 4x carré fois y3 plus 3y2 plus 5x moins y plus 1. Donc ici, la fonction partielle de f, si on veut l'écrire, la fonction partielle donc par rapport à x, c'est une fonction que je note c, qui va de x et qui a comme valeur 4x carré, y3 plus 3y2 plus 5x moins y plus 1. D'accord? Donc ici, notre variable, c'est x, et le y sera considéré comme une constante ou comme un paramètre. Je prends l'autre fonction par rapport, donc la fonction partielle par rapport à y, c'est la fonction qui prend comme variable y, d'accord? X sera une constante et qui a comme valeur 4x carré, y3 plus 3y2 plus 5x moins y plus 1. Donc ici, la dérivée partielle par rapport à x, que je note f' de x qui prend comme valeur le couple x, y. Donc y, on a dit, c'est une constante. Donc y3 sera une constante avec le 4. Ce que je vais dériver, c'est x2. Ça va me donner 2 fois x fois 4 fois x3. 2 fois 4, c'est 8. J'aurai 8x y3. C'est ce qu'on a ici. Plus 3y2. Je dérive par rapport à x. Donc y, c'est une constante. La dérivée de ce terme, c'est égal à 0. Ensuite, le terme 5x, sa dérivée, c'est tout simplement 5. C'est ce que j'ai ici. Et ce terme-là, il est constant par rapport à x, donc sa dérivée, c'est égal à 0. Je fais la même chose pour la dérivée partielle par rapport à y. Donc y, c'est une variable et x, c'est une constante. La dérivée de ce terme, c'est 4x2 fois 3y2. Donc c'est 12x carré, y carré, c'est ce qui est là. Plus 2 fois 3y, c'est 6y.
Ce terme, il est constant par rapport à y, donc sa dérivée, c'est égal à 0. La même chose pour ce terme, il va rester ce terme. Si je dérive moins y par rapport à y, ça va me donner moins 1, d'où le résultat. Je vais vous donner un autre exemple. Pour cela, je donne la fonction f de x, y qui est égal à x carré y plus y carré plus 3x. Donc y, je réécris y carré. Si je veux la dérivée partielle de cette fonction par rapport à x, je vais écrire f' par rapport à x. Ici, j'ai la somme de trois termes, d'accord? Le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, je vais dériver ce terme par rapport à x. Y étant une constante, elle va rester, d'accord? Et je vais dériver x au carré, ça va me donner 2x, d'accord? Plus la dérivée de y carré par rapport à x. Y carré, c'est une constante, donc sa dérivée est égale à 0. Donc je vais écrire plus 0. La dérivée de 3x par rapport à x, c'est 3. Du coup, le résultat, c'est 2xy plus 3. Je viens à la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc je vais utiliser le même raisonnement. La dérivée d'une somme de termes, c'est la somme des dérivées. Ici, x carré, c'est une constante et y, c'est ma variable. Donc, la dérivée de ce terme va me donner x au carré. La dérivée de ce terme, c'est 2y. Et pour le dernier terme, 3x, x étant une constante ou un paramètre, dérivé par rapport à y, c'est égal à 0. Ensuite, on a la notion de point critique. On parle de point critique, c'est le point qui vérifie la dérivée partielle par rapport à x de la fonction est nulle et la dérivée partielle par rapport à y est nulle également. Je vais lire la définition et on va donner un exemple. Donc on appelle point critique ou stationnaire de la fonction f les points x, y qui annulent les dérivées partielles f' donc par rapport à x et f' par rapport à y, c'est-à-dire les points x, y, c'est le couple x, y qui est solution du système de deux équations. C'est-à-dire pour trouver un point critique, pour une fonction f, il faut quoi? Il faut dériver ma fonction par rapport à x et dériver ma fonction de deux variables ensuite par rapport à y, mettre les deux dérivées partielles égales à 0 et résoudre ce système, c'est-à-dire chercher le couple x, y, donc les valeurs de x et de y, qui annulent à la fois la dérivée partielle par rapport à x et la dérivée partielle par rapport à y.
trouver les points critiques, le point ou les points critiques des fonctions suivantes. Je vais dire f de xy égale à x3 moins 3x plus y carré. La deuxième fonction que je vais appeler g égale à xy moins 1 sur 4 x4 moins 1 sur 4 xy4. D'accord? Je commence par ma fonction f. Donc j'ai dit pour trouver les points critiques, il faut calculer d'abord les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. La dérivée partielle de cette fonction, qui est somme de trois termes, sa dérivée par rapport à x, c'est la suivante. Donc, c'est la dérivée de ce terme par rapport à x, 3x2, moins la dérivée de ce terme qui est 3x par rapport à x, ça me donne 3, plus la dérivée de ce terme qui est y carré par rapport à x. Y carré, on a dit, c'est une constante quand on dérive par rapport à x. Du coup, je vais rajouter 0, je laisse comme ça. D'accord? Par rapport à y, donc le premier terme, c'est une constante, le deuxième, c'est une constante. Il va me rester le dernier terme. Sa dérivée par rapport à y, c'est 2y. D'accord? Trouver le point critique, c'est annuler ces deux fonctions et voir ce que ça donne. Donc à partir de cette deuxième équation, on peut dire que y égale à 0. Et à partir de cette première équation, j'ai x au carré égale à 1. D'accord? Si j'ai x carré égale à 1, ça veut dire que x égale à 1 ou x égale à moins 1 et j'ai y qui est égal à 0. Dans ce cas, je vais récapituler et je vais dire les points critiques de la fonction f sont les points de coordonnées 1, 0 et moins 1, 0. Ça, c'est les deux points critiques. Donc ça, c'est le premier point critique. Ça, c'est le deuxième point critique. Je viens à la deuxième fonction. Donc, je viens à la deuxième fonction qui est g de x qui est égal à xy moins 1 sur 4x4 moins 1 sur 4y4. Pour trouver les points critiques de cette fonction g, la première chose à faire, c'est calculer la dérivée partielle par rapport à x et calculer la dérivée partielle par rapport à y. C'est ce qu'on va faire. Notre fonction g, c'est une somme de trois termes. D'accord? Je dérive par rapport à x
Ça veut dire que y, c'est une constante pour moi. Donc le premier terme par rapport à x, ça va me donner y. Le deuxième terme, ça va me donner 1 sur 4 fois 4 x3, d'accord? Je vais détailler comme ça les calculs. x3. Et le dernier terme, puisque je dérive par rapport à x, y c'est une constante. Une constante, je la dérive, c'est 0. Je viens à la dérivée partielle par rapport à y de ma fonction g. Donc je dérive le premier terme. Y c'est une variable et x une constante. Donc j'aurai x. Moins 1 quatrième de x4, je dérive par rapport à y, ce terme est une constante, donc sa dérivée est égale à 0. Le dernier terme, donc qui va me donner moins 1 quatrième y à la puissance 3. Je continue les calculs ici, c'est y moins x3, et ici ça va me donner y, pardon, ici c'est 4 fois, ce qui va me donner moins y3. Donc pour trouver mes points critiques, les x, y qui annulent mes dérivées partielles, je dois mettre les deux équations, les annuler toutes les deux. Donc à partir de là, j'ai y égale à x3. Je remplace cette valeur de y dans la deuxième équation. Je vais avoir quoi? X moins x3 à la puissance 3 égale à 0. X moins x9 égale à 0. Ça veut dire que x fois x moins, pardon, x fois 1 moins x8 égale à 0. Et si j'ai ça, j'ai le produit de deux choses qui sont égales à 0. Ça veut dire que soit x égale à 0 ou 1 moins x8 égale à 0. Ça veut dire que x égale à 0 ou x8 égale à 1. X égale à 0, c'est bon. x8 égale à 1, ça veut dire que mon x, soit il est égal à 1, soit ou x égale à moins 1. Parce que si je mets moins 1 à la puissance 8, ça me donne 1. 1 à la puissance 8, ça me donne 1. Je récapitule. Donc le premier point, c'est 0. D'accord? X prend la valeur 0. Et si x égale à 0, à partir de là, y égale à 0 également. Ou x égale à 1. Et quand j'ai x égale à 1, à partir de là, y égale à 1. Le troisième point critique, c'est x égale à moins 1. Et si x égale à moins 1, moins 1 à la puissance 3, ça me donne moins 1. Donc la fonction g a trois points critiques qui sont le point 0, 0, le point de coordonnées 1, 1 et le point de coordonnées moins 1, moins 1. Donc pour les propriétés des dérivées partielles, puisque on a dit qu'il s'agit de fonctions qui prennent une seule variable, donc les propriétés que vous avez vues dans le premier chapitre restent les mêmes.
Donc la somme, la dérivée par rapport à x d'une somme, c'est la somme des dérivées par rapport à x. Bien évidemment, on aura la même chose si on dérive par rapport à y. J'aurai la dérivée partielle par rapport à y de f et la dérivée partielle par rapport à y de g. La même chose ici, le produit de f et g, si je le dérive par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à x, c'est la dérivée partielle de f fois g plus f fois la dérivée partielle de g par rapport à x. Je fais la même chose si j'ai la dérivée partielle du produit par rapport à y, ce sera la dérivée partielle de f à g plus f par rapport à y. Donc j'ai le quotient de deux fonctions et j'ai la relation qu'on a vue pour les fonctions d'une seule variable. Ça reste la même concernant la composée. L'autre notion que vous avez, c'est la notion d'élasticité que vous avez vue dans le premier chapitre. Et ici, on va la revoir et on va l'appeler. On va avoir deux élasticités, une par rapport à x et une par rapport à y. L'élasticité de f par rapport à x, c'est x fois la dérivée partielle de ma fonction f par rapport à x sur ma fonction f. Et l'élasticité par rapport à y, c'est y fois la dérivée partielle par rapport à y sur ma fonction y. Donc pour ceci, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est la fonction qui s'écrit sous cette forme, x à la puissance alpha, y à la puissance bêta. Et la deuxième fonction, que je vais appeler g de x, y, c'est égal à x plus y log de y. Je commence par la fonction f. Donc l'élasticité de f par rapport à x, c'est égal à x fois la dérivée partielle de x sur ma fonction f de x, y. Je calcule d'abord la dérivée partielle par rapport à x. Ça me donne, donc ici, y à la puissance bêta, c'est une constante par rapport à x, donc j'aurai y à la puissance bêta et je dérive x à la puissance alpha qui va me donner, par rapport à x, ce qui va me donner alpha fois x à la puissance alpha moins 1. Donc je reviens à mon élasticité par rapport à x. Ça va me donner x fois alpha x à la puissance alpha moins 1 y à la puissance bêta. Je divise tout ça par ma fonction f qui est x à la puissance alpha, y à la puissance bêta. Je vais avoir quoi? Je vais avoir y à la puissance bêta que je peux simplifier. X fois x à la puissance alpha moins 1, c'est égal à exactement à x à la puissance alpha. Donc j'aurai alpha, x à la puissance alpha, sur x à la puissance alpha. Je simplifie et j'aurai l'élasticité qui est égale à alpha. D'accord? Je vais écrire de la même manière, je vais donc faire la même chose, mais cette fois par rapport à y. Donc, je vais avoir
f par rapport à y, c'est égal à y fois ma dérivée partielle par rapport à y. Je calcule d'abord ma dérivée partielle par rapport à y et j'aurai, donc quand je dérive par rapport à y, j'ai ce terme-là, x à la puissance alpha, c'est une constante par rapport à y, et ce qui va être dérivé, c'est le terme y à la puissance bêta. Je vais avoir bêta y à la puissance bêta moins 1 fois x à la puissance alpha. Donc l'élasticité par rapport à y, ça va me donner y fois ma dérivée partielle, bêta y à la puissance bêta moins 1, x à la puissance alpha, et je vais diviser ça par ma fonction x à la puissance alpha, y à la puissance bêta. Je simplifie par x à la puissance alpha, y fois y à la puissance bêta moins 1, c'est y à la puissance bêta, donc fois bêta, et je divise par y à la puissance bêta. Je simplifie, ce qui va me donner une élasticité partielle par rapport à y qui est égale à bêta. Je fais la même chose pour ma fonction g. Donc g, la dérivée partielle par rapport à x va me donner, donc par rapport à x, ici j'ai le produit de deux termes, x plus y et log de y. Log de y, il dépend de y, puisque je dérive par rapport à x, donc log de y sera un terme constant par rapport à x. Donc si je dérive ça, je dois dériver ce premier terme. La dérivée de ce premier terme, y étant une constante, c'est 1. Et je multiplie cette dérivée fois cette constante qui est log de y, logarithme népérien de y, ce qui va me donner log de y. La dérivée partielle par rapport à y de cette fonction, eh bien, je vais d'abord développer ma fonction g, c'est égal à x log de y plus y log de y. Ici, j'ai la somme de deux termes, donc la dérivée, c'est la somme des dérivées. Donc ça fait x log de y prime par rapport à x plus, par rapport à y, pardon, donc par rapport à y plus y log de y, la dérivée partielle par rapport à y. Donc ici par rapport à y. Si je dérive ce terme par rapport à y, j'ai x qui est constant et y c'est ma variable. Log de y, sa dérivée par rapport à y, c'est 1 sur y fois x. D'accord? Plus, donc ici, j'ai la dérivée de deux fonctions, y fois log de y, comme on vient de voir, le produit, la dérivée du produit, c'est y prime par rapport à y log de y plus log de y, sa dérivée par rapport à y, fois y. Je développe tout ça, x sur y, plus
log de y, parce que ça, ce sera égal à 1, plus la dérivée de log de y par rapport à y, c'est 1 sur y fois y, ce qui va me donner x sur y plus log de y plus 1. Une fois on a fini donc le calcul des dérivées partielles, je vais voir donc l'élasticité de cette fonction, l'élasticité partielle par rapport à x. Ça va me donner x. Ça va me donner x fois la dérivée partielle par rapport à x, c'est log de y. Et je divise tout ça par ma fonction g qui est x plus y log de y. Je simplifie et je vais avoir une élasticité qui est égale à x sur x plus y. Je viens à l'élasticité de ma fonction g par rapport à y. Ça va me donner y fois la dérivée partielle par rapport à y qui est égale à x sur y plus log de y plus 1. Je divise ça par x plus y fois log de y. Donc si je multiplie y fois cette partie qui est là, ça va me donner x plus y log de y plus y. Tout ça sur x plus y. Et j'écris ça, x plus y égale x plus y sur x plus y log de y plus y log de y sur x plus y log de y. Je simplifie, d'accord, et je vais avoir une élasticité qui est égale à 1 sur log de y plus y sur x plus y. Et ça, c'est l'élasticité partielle par rapport de ma fonction g par rapport à y. La notion suivante, c'est les dérivées partielles de second ordre. On va considérer toujours une fonction f, d'accord, qui va d'un domaine D de R2 dans R. Les dérivées partielles d'ordre 2 de f, quand elles existent, sont la dérivée seconde par rapport à x, que je note D par rapport à x. Je peux noter même D de f sur x carré, d'accord, x2 ici. Je m'excuse, donc df sur dx2. Je peux noter comme ça. La dérivée seconde par rapport à x et y, c'est la dérivée par rapport à, c'est la dérivée de f par rapport à x, et puis on prend cette dérivée partielle par rapport à x et on la dérive par rapport à y. La dérivée seconde par rapport à y, que je note comme ceci, et je peux noter, c'est la dérivée seconde de f par rapport à y deux fois.
D'accord? Et quand je dis la dérivée par rapport à y et x, ça veut dire je prends ma fonction f, je calcule la dérivée partielle par rapport à y, et puis ensuite je prends le résultat de cette dérivée partielle par rapport à y et je dérive par rapport à x. On regarde ensemble cet exemple. Soit la fonction f qui à x, y, au couple x, y associe la fonction 2x carré moins 3xy moins y au carré. Donc si je calcule la dérivée première ou la dérivée partielle par rapport à x, j'ai la somme de termes. Donc je dérive ça, ça me donne 4x. Je dérive ça par rapport à x, y étant une constante, je vais avoir moins 3y. Pour la dérivée de f par rapport à y, je dérive ce terme par rapport à y, x étant une constante, c'est égal à 0. Ce terme par rapport à y, x étant une constante, ça me donne moins 3x. Et ce terme, sa dérivée par rapport à y, c'est moins 2y. Donc je souhaite calculer la dérivée de second ordre par rapport à x. J'ai déjà calculé la dérivée du premier ordre par rapport à x. Donc si je souhaite calculer cette dérivée seconde, je vais faire quoi? Je vais juste prendre ce résultat, qui est la dérivée partielle par rapport à x, et je le dérive encore une deuxième fois par rapport à x. D'accord? Si je prends 4x et je dérive par rapport à x, ça va me donner 4. Je prends ça, puisque y c'est une constante, c'est 0. Du coup, la deuxième ou la seconde dérivée, c'est égal à 4. Pour la dérivée seconde par rapport à y puis par rapport à x, je vais prendre le résultat obtenu en dérivant partiellement par rapport à y, et ensuite je le dérive par rapport à x. Donc je prends ça et je dérive par rapport à x. Ici j'aurai moins 3 et moins 2y, puisque y c'est une constante quand je dérive par rapport à x, donc j'aurai 0 pour moins 2y. Je viens maintenant à la dérivée seconde par rapport à y. Pour trouver ce résultat, il faut quoi? Il faut prendre la dérivée première par rapport à y et dériver une seconde fois par rapport à y. Moins 3x, c'est une constante quand je dérive par rapport à y. Donc, il me reste ce terme à dériver. Du coup, le résultat de la dérivée seconde par rapport à y va me donner moins 2. Concernant la dérivée seconde par rapport à x puis par rapport à y, donc je prends le résultat qui est la dérivée première par rapport à x et je le dérive par rapport à y, ce qui va me donner moins 3. D'accord? On va essayer de faire d'autres exemples, d'accord? Avant de voir d'autres exemples, on va voir le théorème de Schwartz qui nous annonce que si f, une fonction bien sûr de deux variables, admet des dérivées partielles, dérivées secondes par rapport à x puis par rapport à y et dérivées secondes par rapport à y puis par rapport à x qui sont continues, alors ces deux dérivées secondes ont la même valeur, ils sont égales. Je vais commencer par une fonction f.
de xy égale à x, y log logarithme népérien de x carré. Je souhaite calculer la dérivée seconde de f par rapport à x. D'accord? Je dérive deux fois par rapport à x. Je fais quoi? Donc, première chose à faire, c'est de calculer la dérivée première par rapport à x. Ensuite, je prends cette dérivée-là, le résultat de cette dérivée, et donc le résultat que j'aurai là, je le prends et je dérive une seconde fois, et je vais appeler ça dérivée seconde par rapport à x. Je viens à ma fonction, on va voir sa forme. J'ai y, si je dérive par rapport à x, y sera une constante. Et j'aurai quoi? J'aurai x fois x log de x carré. C'est ça qui sera, c'est ça les fonctions qui contiendront ma variable par rapport à laquelle je vais dériver. Donc j'écris y, et puisque j'ai le produit de deux fonctions qui sont x et log de x carré, je vais dériver x par rapport à x, ça va me donner 1. Donc le premier résultat c'est log de x carré, plus je dérive log de x carré et je multiplie par x. Donc 2x sur x carré fois x fois x. Donc ça, si je développe, c'est y log de x carré plus 2. D'accord? Plus 2y. D'accord? Je cherche la dérivée seconde, donc je vais prendre ça et je vais dériver une seconde fois par rapport à quoi? Par rapport à x. Donc ici je dérive par rapport à x. Ici j'ai la somme de deux termes. Ici j'ai ma variable x qui apparaît. Ici elle n'apparaît pas. Du coup la dérivée de ce terme par rapport à x est égale à 0. Et ici j'aurai le résultat y de x sur x au carré. Ce qui va me donner 2y sur x, parce que je vais simplifier par un x ici. Je souhaite calculer la dérivée seconde de f par rapport à y deux fois. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement calculer la première dérivée de f par rapport à y et je prends cette dérivée et je la dérive encore par rapport à y. Donc si je veux calculer ça, la seule, donc j'ai ici, je reviens à ma fonction, j'ai x qui est une constante puisque je dérive par rapport à y, x qui est une constante, donc j'aurai x log de x au carré. Je dérive une seconde fois pour trouver la dérivée seconde par rapport à y. Donc ça va me donner 0. Pourquoi? Parce que x, je dérive par rapport à y, donc x c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Je souhaite maintenant calculer la dérivée seconde de f par rapport à x, par rapport à x et y, puis y. Je vais faire quoi? Je vais prendre la dérivée par rapport à x que j'ai calculé ici, d'accord? Que j'ai calculé ici, et je vais la dériver.
D'accord? Donc c'est la dérivée de log de x carré plus 2y. C'est la dérivée de ça par rapport à y. C'est égal. Donc ici, x c'est une constante, donc log de x carré c'est une constante. La dérivée c'est log de x carré. La dérivée de ce terme par rapport à y, c'est 2. Donc la dérivée seconde par rapport à x et par rapport à y. Donc ici, on trouve une fonction log de x carré plus 2, qui est une fonction continue. On va essayer de calculer la dérivée seconde de f par rapport à y, puis par rapport à x. Donc cette dérivée seconde, elle sera égale à la dérivée par rapport à y que j'ai calculé précédemment, qui m'a donné x log de x carré. Donc cette dérivée, je vais la dériver encore par rapport à x. D'accord? J'ai le produit de deux termes en x. Donc ça va me donner log de x carré plus 2x sur x carré fois x. Ça va me donner log de x carré. Je simplifie. Plus 2. La dérivée seconde par rapport à y, puis par rapport à x, elle est égale à log de x carré plus 2, qui est une fonction continue aussi. Donc à partir de là, on a le théorème qu'on vient de voir, le théorème de Schwarz, qui est vérifié. J'ai la dérivée seconde par rapport à x, puis par rapport à y, c'est égal à la dérivée seconde par rapport à y, puis par rapport à x.